un peu étrange, un peu étrange. Mon père, j'ai une faute à confesser. Quoi donc? Corium. Togalurs, Santo Vexillum. Confiteor. Confiteor fostro le omnipotenti, et phobis, fratres et sorores pataphysices, quia peccavi, nimis cogitatione, verbo, opere et omissione, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beta Mariam semper virginem, arcelangum phantomas, pataphysico, photo et mei. Et vos fratres, orare, pro me ad fostrolem vis curatorem. Vous êtes venu ici, donc vous êtes certainement fautif d'une quelconque façon, ne serait-ce que par la plus pure et la plus rancunière des pataphysiques. Certes, qu'avez-vous à confier, de qui, à qui et pour qui, et en qui? Sachez d'abord, mon père, que la pataphysique n'a jamais de rancune envers qui que ce soit. Ah bon? Ceci dit, il est des écrivains pataphysiciens qui se réclament de la pataphysique, qui quand même commettent des péchés véniels et des péchés presque mortels. Non, je crois que le marxisme est dépassé ou abandonné. Qu'est-ce que serait qu'un péché pataphysique? Il y a deux sortes de péchés pataphysiques. Il y a les péchés que commettent tous les jours, quotidiennement, à chaque moment, les pataphysiciens inconscients. Inscient, oui, inconscient. Inconscients, évidemment, de la science qui est la pataphysique. Peut-on être perpétuellement pataphysicien en tout temps, en tout lieu? C'est une très bonne question, monsieur le curé. C'était d'ailleurs un objet d'angoisse pour Eugène Ionesco. Ce fut, je crois, la plus belle rencontre que j'ai faite. La plus surprenante, la plus touchante. Et cet homme est-il fautif en regard de cette science dont vous nous parliez à l'instant? Oui et non. Commencez. Tout le monde connaît la cantatrice chauve, la cantatrice chauve, je ne la connais pas personnellement. Ah non? Évidemment. Oui. Non, elle ne logeait pas dans les appartements de M. Ionesco, 6 au 96 rue de Montparnasse, à Paris. Les gens qui connaissent l'œuvre de Ionesco savent bien que c'était quelqu'un d'extrêmement angoissé. Je vous arrête. On dit que Jarry était imperturbable. Est-ce donc un péché pataphysique qu'être anxieux? Non, mais non. Dans la mesure où on regarde pataphysiquement son anxiété, nous restons dans la conscience pataphysique. Et c'est ce que Ionesco faisait. On accuse souvent Ionesco, et je suis sûre que vous l'accuserez, monsieur le curé, parce que vous en êtes jaloux. On accuse facilement Eugène Ionesco d'être un métaphysicien. Oui, c'est ma conviction intime et la plus fondée, je crois. Non. Monsieur Ionesco m'a avoué personnellement être un pataphysicien pur, dans la mesure où, dans aucune de ses œuvres, il ne donne de réponse à ces questions métaphysiques. Il reste
et se maintient toujours dans la non-réponse. La suspension. La suspension, Oui. le silence. Mais le silence, c'est à la fois... Et c'est le silence mène à l'imperturbabilité. Bon, d'accord. Donc, prémisse anxieuse, ensuite silence, ensuite imperturbabilité. C'est les accusations que vous portez? C'est-à-dire que le pataphysicien a appris, comme l'enseignement de Jarry, à vivre dans des univers supplémentaires qui se superposent. Donc, vous pouvez être quelqu'un d'anxieux. Si vous vous regardez comme quelqu'un d'anxieux, si vous vous regardez pataphysiquement comme quelqu'un d'anxieux, vous allez nécessairement avoir un certain recul par rapport à cette anxiété. Et ce recul vous permettra de devenir imperturbable. D'accord, je vous rappellerai que vous n'êtes pas chez un psychiatre, madame, vous êtes bien chez un cureton. Alors, c'est ce que demandait Jarry à la fin de sa vie. Vous l'avez en face de vous. Pissez pas sur mes pissenlits. Ôtez-vous sur mon gazon. Oui, Ionesco considérait que son théâtre était pataphysique dans la mesure où il ne donnait pas de réponse, mais ce n'était pas suffisant pour calmer son angoisse. Donc, Ionesco aurait aimé avoir un comportement zen, parce qu'il trouvait que la pataphysique ressemblait au zen. Donc, ce qui implique qu'il apaise son angoisse, mais il n'en a jamais été capable. C'était son péché. Monsieur Vian était quelque part un idéaliste. Il croyait en l'amour. Il croyait en l'amour fou. Et je crois que la vie l'a déçu. Je crois qu'avec Ursula, il a vécu, pas très longtemps, mais il a vécu des années de pataphysique... Amoureuse, vous entendez? Physiologique. Physiologique purement? Oui. Alors un flux, un influx? Oui. Alors... C'était sa muse. Alors, vous avez entretenu une correspondance avec elle, je crois? Ou... Oui. On s'est écrit parce qu'elle a fondé, après le décès de Boris Vian, elle a fondé la fondation Boris Vian à la même place, derrière le Moulin Rouge à Paris, où Boris Vian avait une immense terrasse sur laquelle se tenaient les grandes festivités du Collège de pataphysique. Les trois satrapes? Oui. Tout Raymond ça, Queneau. Oui, bien sûr. Ensuite, Jacques Prévert. Et lui-même. Et Boris Vian. Voilà. Alors, madame, vous veniez tout juste de nous confesser certains péchés, peccatum éminemment peut-être pataphysique. Par contre, vous avez commis en écrivant, me semble-t-il, certains accros à la doxa pataphysique. Si une telle chose se peut. Vous avez parlé des liens, des filiations entre pataphysique et sciences cognitives. Dites-moi en plus. Bon, d'abord, je vous corrige. La doxa pataphysique n'existe pas. La pataphysique n'est pas une doxa, c'est un état de fait. Un fait physique prouvé et un fait cognitif prouvé. Depuis que Jarry a expliqué ce qu'était la pataphysique, dans un environnement où beaucoup de choses étaient remises en question, grâce à la relativité d'Einstein, notamment. Et depuis ce temps, les scientifiques et les intellectuels qui se sont interrogés sur les manières de penser des humains, finalement, aboutissent tous et toutes à la définition de la pataphysique.
Voilà pourquoi je me suis intéressée notamment aux sciences cognitives. Les sciences cognitives, ce sont des sciences qui, justement, expliquent les façons dont les humains apprennent, construisent leurs connaissances. Et pratiquement tous et tous sont arrivés au même constat, c'est que chacun construit sa réalité à partir de sa propre représentation du monde. Mais l'hypersubjectivisme dont vous parlez, c'était déjà chez Jarry, non? Ça courait dans le siècle, déjà, chez les symbolistes. Oui. Oui. Et justement, c'est ce que je dis. C'est que c'était la pataphysique du monde était en train d'être comprise, enfin, en ce début de siècle, cette première moitié là, du 21e siècle, jusqu'à la fondation du collège. Au 20e siècle? Pardon, 20e siècle, jusqu'à la fondation du collège en 1948. D'accord, certes. Donc, arrivons-nous à ce constat fatal. La réalité est-elle une hallucination ou un complot ou quelque chose de ce genre en regard des perspectives d'hyper-subjectivisme dont vous parliez? L'hyper-subjectivisme dont je parle, c'est surtout un multisubjectivisme, c'est-à-dire que chaque individu a le loisir, s'il le désire évidemment, de développer ou de regarder la réalité sous différents angles. Il y a beaucoup d'écrivains pataphysiciens, dont Boris Vian, qui se sont amusés à mélanger le rêve et la réalité dans leur propre travail d'écriture. Ceci dit, maintenant, avec les connaissances que nous avons en sciences cognitives notamment, on sait que chacun se fait son propre cinéma de la réalité. Donc, oui, la réalité existe en soi, à un niveau phénoménal. Oui. Et avec cette réalité que chaque humain regarde, chaque humain se construit la fiction de lui-même. À chaque fois qu'il regarde la réalité, il hallucine, nécessairement. Donc, à chaque fois qu'il pense, il hallucine. C'est une hallucination extérieure quand il regarde à l'extérieur de lui, puis c'est une hallucination intérieure quand il fait de l'introspection. Nous hallucinons toujours dans la mesure où nous utilisons toutes les données offertes par notre observation pour se faire une image de la réalité. Et nous construisons notre vie à partir de cette image. Mais cette image ne correspond pas à la réalité phénoménale. Elle correspond à chacun à sa propre réalité phénoménale. Mais on reste dans le phénomène. On reste en phénomène. Donc, cette question morale qui en suit, moi qui n'ai pas occupé de morale, alors cette vieille idée, qui vous semble un peu désuète, surtout. Alors, si chacun a sa propre perspective de la réalité, comment fonder une espèce de... ce qui serait une absurdité en soi, une morale pataphysique ou une morale infra-pataphysique? Les pataphysiciens ne croient pas à la morale. La morale, c'est une invention de nos sociétés humaines. Et le vivre en collège dans cela? Faut-il une morale pour vivre ensemble? Mais non, justement. Le collège de pataphysique, la longévité du collège de pataphysique qui existe toujours repose sur le fait justement que les rencontres se font entre des gens qui ne prêchent aucune morale et aucune idéologie et qui ne perdent pas de temps à argumenter sur des faits politiques, sociaux, etc. Lorsque les pataphysiciens se rencontrent, d'emblée, ils mettent leur cerveau
au service d'une cognition pataphysique basée sur l'amitié, tout simplement, le plaisir d'être ensemble et le plaisir d'avoir de nouvelles idées et de se stimuler. Histoire de cumuler et de thésauriser les péchés pataphysiques potentiels. Aurez-vous la gentillesse de nous parler de quelques-unes de vos autres rencontres d'intérêt? Oui. Écoutez, parmi mes grandes rencontres, évidemment, il y a celle avec les Oulipiens, dont celle avec François le Lyonnais, le fondateur de tous les OU-Expo. Donc, j'ai rencontré François Lyonnais quelques fois chez lui. C'était un homme très, très, très structuré, très accueillant, mais en même temps un peu froid. Mathématicien là, jusqu'au bout des doigts, avec 3 chats qui se promenaient dans une bibliothèque absolument inouïe. Et nous avons discuté ensemble. Et ce que j'ai retenu, et oui, ça m'a frappé, c'est que François Lyonnais faisait la filiation entre Alfred Jarry et le Collège de Pataphysique en passant par Tristan Tzara. Et par Marcel Duchamp. Oui. D'accord, cela demande des spécifications. Donc François Lyonnais n'était pas un partisan du surréalisme, c'était un scientifique. Grand bien lui en face, un grave péché. Quelqu'un de très méthodique, qui avait une approche scientifique de la littérature. Donc, par contre, le nihilisme de Dada lui plaisait bien. Alors, je dirais que François Lyonnais est peut-être le plus imperturbable que j'ai rencontré de tous les pataphysiciens. Madame, nous sommes dimanche, vulgairement dimanche, et votre curton vient de se lever et constate que vous avez d'autres soucis ce matin, des soucis dominicaux. Alors que puis-je pour vous ce dimanche matin? À l'intérieur même du Collège de Pataphysique, si on se réfère aux années 50, 60, tous les pataphysiciens, tous les membres du collège n'exerçaient pas leur pratique pataphysique. Chaque membre avait la liberté de pratiquer sa pataphysique à sa façon. Et ce qui opposait, sans nécessairement générer de conflit, mais ce qui opposait Jeanne Ionesco, par exemple, à l'ensemble des pataphysiciens, c'est que Ionesco était un angoissé chronique, oui, qui se préoccupait plus de la condition existentielle que de la condition sociale, par exemple. À l'époque où Jean-Paul Sartre avouait à tous que l'enfer, c'est les autres. Donc, tandis que Jeanne Ionesco, lui, a voulu atteindre une espèce d'imperturbabilité pataphysique, mais il n'a jamais réussi. Mais est-ce que la mécréance affichée par les membres du collège de la première génération peut-elle se réclamer à tort de la philosophie d'après-guerre dont vous parlez, alors même que Jarry avait dépassé l'existentialisme avant son existence même? Alfred Jarry a tout dépassé. Hein? Alfred Jarry a dépassé même les sciences cognitives actuelles et même l'usage des nouvelles technologies. Si vous lisez le Dr. Faustrol, vous êtes en pleine arborescence qui est une forme de paradigme de ce qu'on fait aujourd'hui avec les nouvelles technologies. Jarry n'est pas un prophète.
Genre, il avait les deux pieds sur terre et regardait la réalité à partir de différents points de vue et à partir de différents niveaux de réalité. Mais non, non, 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 mais non. Le collège pataphysique a, dans sa deuxième génération, commencé à travailler ou à former même sa deuxième génération dans une période d'occultation, ce qui est un paradoxe. Et à l'intérieur même de cette période d'occultation, certains membres ont décidé de se dissocier du collège pataphysique et d'agir en leur nom propre. Je parle de l'Oulipo actuellement, l'ouvrage de littérature potentielle, qui agit en son propre nom et se dit autonome par rapport au collège pataphysique, alors que c'est François Lyonnais et Raymond Queneau qui étaient membres du collège et qui ont fondé l'Oulipo. Les premiers textes de l'Oulipo sont parus dans la revue du collège. Le collège n'a pas ceci dit, de prétention ou d'ambition de réussir dans la vie que de celle de partager avec ses membres le bonheur pataphysique. Tandis que l'Oulipo a quand même une réputation, fait une carrière littéraire. Les Oulipiens sont les enfants de la pataphysique. Ils le seront toujours. Mais donc, il se réclame d'une autonomisation et voire d'un schisme par rapport au collège. Mais le schisme est-il idéologique, donc implicitement pataphysique? Le schisme peut être inconsciemment pataphysique, oui. On pourrait, je crois, le qualifier d'inconsciemment pataphysique, mais consciemment, on sait tous au collège que les Oulipiens, finalement, œuvrent à la potentialité, comme tous les membres du collège. Ce sont des amis, ceci dit. Les Oulipiens, les pataphysiciens se fréquentent. Voilà. Et pour les autres ouvroirs, est-ce le même, les mêmes schismes à provoir? Non, justement, c'est là le problème. C'est que l'ouvroir de peinture potentielle est très associé au collège pataphysique. Très. Ce sont des amis. Non, ils sont pas. Ils ne sont pas autonomes. Ils le sont moins. Mais ils n'ont jamais revendiqué un statut autre que celui d'être membre du collège. Est-ce que c'est le schisme dont vous me parlez qui a fait qui a fait la fortune même de l'Oulipo, en fait, cet enfant du collège qui s'est autonomisé? Est-ce que, par exemple, quelqu'un comme Pérec serait un Oulipien sans être un pataphysicien? Je ne sais pas, parce que la douleur qui habitait Georges Perec, je ne sais pas si elle pouvait s'accommoder de l'imperturbabilité pataphysique. Je ne sais pas, je ne crois pas. L'Oulipien le plus proche du collège, c'est peut-être son secrétaire, actuellement provisoire, Martial Benabou, qui a une pratique assez proche de celle du pataphysique, dans la mesure où il critique certaines institutions, dont la psychiatrie. Marcel Benabou a travaillé dernièrement avec un groupe de psychiatres pour remettre en question, vous savez, la codification des maladies mentales.
Donc, dans cet exercice-là, vraiment, il a fait œuvre de pataphysicien et il le reconnaît lui-même. Est-ce que, bon, je reviens sur le schisme, à quoi vous l'attribuez? Est-ce que c'est à la littérarité plus ostensible des Oulipiens qui a permis une autonomisation? Si on le compare aux autres, si on compare l'ouvoir aux autres ouvoirs, qu'est-ce qui a permis? Est-ce que c'est l'aspect plus proprement littéraire alors que la pataphysique, elle, se réclame pas, disons qu'elle englobe la littérature, mais en l'excédant? Tout à fait. Je pense que c'est une bonne réponse. Les Oulipiens font une carrière d'Oulipien. Puis ils se consacrent exclusivement à la littérature, donc ce qui les amène à voyager partout à travers le monde et à travailler dans des universités, à travailler avec des gens qui sont institutionnellement bien placés. Et là, comme je le disais tout à l'heure, le collège n'a pas d'ambition de réussir dans le monde littéraire. Ben, si on... Le collège a sa propre revue, a sa propre infrastructure, a ses propres membres, et ça lui suffit. D'accord. Donc, on peut frayer dans le monde mais en continuant à être pataphysicien, mais... La deuxième génération de pataphysiciens, il y a des gens qui n'ont jamais connu François Le Lyonnais, ni Raymond Queneau, ni à la limite Georges Perret, qui est Galileo. Vous avez des jeunes qui n'avaient jamais entendu parler du collège de pataphysique, ni de la pataphysique, ni d'Alfred Jarry, quand ils sont arrivés à l'Oulipo. Donc, pour la deuxième génération des Oulipiens, l'association avec le collège de pataphysique, la pataphysique, n'allait pas de soi. Et oui, c'est une des principales raisons, je crois, qui justifie le fait que l'Oulipo vole de ses propres ailes sur le plan de la carrière littéraire. Voulez-vous connaître les circonstances de la fondation de l'Académie québécoise de pataphysique? Incidemment, oui. Oui. Alors, la petite histoire de l'Académie est celle-ci. Vous savez que sa luminescence a organisé en 1989 un gros événement pataphysique à Montréal qui s'intitulait Alfred Jarry au Collège de pataphysique. Dans le cadre de cet événement, il y avait notamment une exposition à la Galerie de l'UQAM. Lors de la dernière soirée de l'exposition, il faut savoir aussi qu'il y avait à peu près 7 pataphysiciens de Paris qui étaient présents. J'avais réussi à inviter Jacques Carelman, des Objets introuvables, Marcel Benabou, Noël Arnaud, Brunette Bergely, et puis voilà. Donc là, la fameuse dernière soirée pataphysique publique, je veux dire, qui se déroulait à la galerie même de l'UQAM, Jacques Carelman m'est arrivé avec une brosse à dents. Une brosse à dents rose sur laquelle était inscrit Académie québécoise de pataphysique. Est-ce que pourquoi la brosse à dents tout d'abord? Est-ce que c'est un objet totem? Tout simplement parce que Jacques Carelman, avant d'être artiste que l'on connaît, était dentiste. Il est dentiste de formation. Il a abandonné la profession de dentiste pour se consacrer à l'art.